Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose un focus sur l'emprise au travail. C'est-à-dire ces situations particulières où une personne va se retrouver en dépendance psychologique notamment vis-à-vis d'une autre. Inextricables et complexes, ces situations où l'un agit et l'autre subit peuvent aller très loin, parfois trop loin. Pour en parler, je reçois le coach et superviseur Wadi Choueiri, qui est l'auteur du livre « L'emprise au travail, la comprendre, s'en libérer », sorti en 2019 aux éditions ESF Sciences Humaines. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez le travail de Wadi qui vous donne les clés pour décoder ce thème grave. Loin des idées reçues et des explications simplistes, vous comprendrez pourquoi une relation entre deux personnes peut basculer. Les récits d'emprise qu'il nous partage sont à la fois saisissants, éclairants et émouvants. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Wadi Choueiri, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Quand j'avais 7 ans, j'étais encore au Liban. La guerre avait éclaté 2 années auparavant. Et je me souviens vraiment d'une nuit en particulier où il y avait comme une sorte de feu d'artifice. Les enfants ont l'habitude d'appeler ça un feu d'artifice. J'arrivais pas à dormir, j'étais un peu angoissé, j'entendais des bombardements. J'étais au 7e étage d'un immeuble et je suis sorti regarder les étoiles. Et je me posais énormément de questions, je me demandais ce que j'allais devenir, où est-ce que j'allais me retrouver et surtout quel langage j'allais pouvoir parler. J'étais perdu dans mes pensées, comme ça, pendant plusieurs minutes, jusqu'au moment où est venu comme une évidence le fait qu'il fallait que j'apprenne les mathématiques. Il fallait que j'apprenne ce langage-là, que je me force à une forme de rigueur et d'application pour pouvoir peut-être naviguer dans le monde. Je me suis donné beaucoup de raisons par la suite en repensant à ce moment-là, en me disant c'était certainement pour maîtriser quelque chose du monde, pour pouvoir être dans une souplesse intellectuelle. À cette époque-là, je ne savais pas pourquoi j'ai eu cette pensée-là, mais en tout cas, c'était évident. Wadi, tu es libanais. À quel moment es-tu arrivé en France ? Je suis arrivé en France à mes 10 ans. J'ai poursuivi mes études ici. J'avais toujours eu une culture française, puisque j'étais dans une école française au Liban. Et je n'imaginais pas la difficulté, en fait, de plonger à travers cette langue-là pleinement, en fait, dans la vie française. Et je me souviens à un certain moment, à l'école justement, qu'on me demandait d'acheter du bleu cyan. C'était un grand moment de se dire mais de quoi il parlait. Et j'essayais de noter ça tant bien que mal sur un bout de papier. Et petit à petit, j'ai appris cette langue qui vraiment représente pour moi une très très belle langue. C'est devenu ma langue. Ça a été presque un choc culturel alors ? Ça a été avant tout un grand accueil. Je me suis senti extrêmement bien, je me suis senti en sécurité. Je me suis senti dans un terreau fertile pour me permettre de grandir en fait. J'avais l'impression, et c'était une réalité, que j'étais accueilli dans un lieu fécond qui me permettrait d'actualiser toutes mes potentialités, qui me permettrait de réaliser qui je suis. Et la promesse a été remplie. Alors rappelons peut-être pour nos auditeurs que tu es arrivé donc en 1980, donc c'était en pleine guerre. Aussi pour ça, je pense, le sentiment de sécurité accru, évidemment, que tu as ressenti en France. Il y avait ce sentiment de sécurité et il y avait cette grande notion de l'éducation, cet énorme cadeau de pouvoir faire des études de très grande qualité. J'ai fait un 3e cycle de mathématiques. C'était des études vraiment portées par une envie, par un appel. Et j'ai trouvé dans les mathématiques quelque chose de l'ordre d'un vertige, de l'ordre d'une poésie du monde. Ça, c'était ma première partie de vie. Quelle a été ta première partie de carrière, Wadi ? Quand j'ai fini mon 3e cycle, j'aurais pu me lancer en fait dans la recherche. J'ai préféré plonger dans une toute petite structure qui faisait de la formation professionnelle et qui permettait en fait à des assistantes, à des managers, à des directeurs de se former sur des outils assez basiques au départ comme Word, Excel ou des logiciels de gestion de projet. Et dans l'espace de 2-3 mois, je me suis retrouvé en train de manager l'équipe formation. Puis quelques mois plus tard, en train de prendre la direction de l'activité commerciale de l'entreprise, puis par diriger complètement l'entreprise. Je me suis retrouvé entrepreneur dans un monde qui m'appelait vraiment, qui était celui de la transmission, et je me suis retrouvé en train de diriger, puis à développer des franchises, et donc à voir éclore un certain nombre d'entités. Ça, c'était ma toute première expérience, avec une prise de conscience forte à la fin de celle-ci,
Ce que j'avais pressenti dans cette approche qui est la formation, je n'y ai pas trouvé ce que j'étais venu y chercher, c'est-à-dire la relation humaine, la transmission. J'y ai découvert la mécanique du business, une mécanique magnifiquement huilée, puisque l'activité fonctionnait très très bien, mais finalement, d'une certaine façon, dépouillée de son âme. On développait un certain nombre de centres qui fonctionnaient bien, mais je n'y trouvais pas cette flamme que j'étais venu chercher. J'ai arrêté net, en fait, du jour au lendemain, et je me suis donné un peu de temps pour apprendre, me former. Quelques mois plus tard, j'habitais à Saint-Germain-en-Laye, et j'ai vu cette personne en état de très grande vulnérabilité dans la rue. J'ai vraiment été saisi. J'avais pas de problème ni pour manger, ni pour me loger. Et le regard de cet homme m'a bouleversé. Ça m'a touché d'autant plus que j'étais certain que ce n'est pas en lui donnant un peu d'argent que j'allais aller au bout de cette question. Donc à partir de cette prise de conscience, j'avais vu, mais qu'est-ce que j'allais faire de ce que j'avais vu ? Et j'ai laissé cette pensée en moi. Et quelques jours plus tard, je me suis rapproché d'une société qui permettait à des personnes qui étaient en grande déshérence de revenir vers l'emploi. C'était une association, en fait, qui dirigeait plusieurs entreprises, l'association pour la réinsertion économique et sociale. On m'a donné ma chance pour la diriger. Je me suis retrouvé dans une salle d'attente avec une vingtaine de personnes sans domicile fixe dans cette salle d'attente. Ils avaient pour but en fait de recruter quelqu'un qui dirigerait l'activité. Et je me souviens que quand ceux qui nous recrutaient sont revenus dans cette salle d'attente, j'avais créé une sorte de groupe de parole. Je ne savais pas encore comment ça s'appelait, mais c'est probablement ça que j'avais créé. Puisqu'en fait, chacun parlait de son histoire, de sa vie, de sa déshérence et du fait qu'ils avaient déjà fait un pas finalement, puisqu'ils se retrouvaient dans cette salle, un retour vers le monde, un retour vers la vie. Pendant ce temps-là, j'ai dirigé cette activité. Nous avons créé également un pôle médical pour permettre à ces personnes de revenir dans la santé également. Et nous leur proposions la possibilité d'être hébergés dans un hôtel en échange d'une petite contribution. Toute la philosophie de cette activité-là, c'était qu'il y ait de l'échange, de la réciprocité. L'idée n'était pas de donner, l'idée c'était de permettre à ces personnes de se relever par elles-mêmes. Donc ça, c'était mon deuxième temps de vie. Comment es-tu venu au coaching, Wadi ? Après avoir travaillé dans le monde de la réinsertion, je me suis retrouvé face à une incompréhension. J'avais eu à croiser un certain nombre de grands patrons français et internationaux pour leur proposer de mettre au travail les personnes en difficulté. Et quand j'évoquais avec eux la difficulté de se relever, la responsabilité sociale qu'ils pouvaient avoir sur leur territoire, j'avais face à moi des personnes qui avaient un regard étonné. Et pour d'autres qui me présentaient plutôt quelque chose de l'ordre du cynisme. Là, j'ai été vraiment surpris par la conscience que l'on peut avoir quand on est dirigeant, ou son manque. J'ai entrepris à ce moment-là de me rapprocher d'un certain nombre de managers, de dirigeants, à travers une activité de conseil. J'ai lancé donc cette nouvelle activité pour moi au sein d'un grand cabinet, et la chance a fait que je me suis retrouvé en train de vivre, d'accompagner un certain nombre d'entreprises à travers un certain nombre de pays. J'ai eu la chance en fait de me retrouver dans une quarantaine de pays, en train d'intervenir sur des missions de conseil en ressources humaines. Quelquefois, c'était des sélections, quelquefois, c'était de l'évaluation d'un certain nombre de personnes. Très rapidement, j'ai été appelé sur des sujets autour de l'accompagnement. À l'époque, c'était il y a plus de 20 ans, le coaching n'était pas du tout une mode, c'était même une bizarrerie. Et on faisait appel à des personnes comme moi quand, dans un comité de direction, il y avait une vraie difficulté. Des systèmes qui dysfonctionnaient souvent fortement, ou avec un dirigeant qui avait vraiment du mal à assumer sa position. Et souvent, ça se retrouvait dans des contextes industriels plutôt que dans le monde des services. La première fois qu'on m'a interpellé sur cette question, j'ai dit non. C'est peut-être cette rigueur mathématique qui était la mienne, c'est que je n'étais absolument pas formé. Et la première chose que j'ai entreprise, c'est de faire une psychanalyse, c'est-à-dire d'aller creuser en moi qui j'étais, ce que je charriais probablement aussi, pour me retrouver face à l'autre sans l'encombrer de qui je suis. Puis sont venus différents apprentissages, évidemment d'écoles de coaching, mais ce qui m'a profondément intéressé, c'était d'aller creuser certaines disciplines en particulier. Ce qu'on appelle l'approche systémique, la gestalt thérapie, l'approche narrative, ou encore la thérapie sociale. J'ai eu une vingtaine d'années d'apprentissage pour parfaire qui j'étais et pour pouvoir se retrouver face à l'autre sans vouloir lui apporter une méthode, une technique, sans vouloir appliquer un instrument, mais en étant capable de l'accueillir de là où il était, sans jamais vouloir le formater. J'ai l'impression chaque année que j'apprends quelque chose de neuf. Et je suis certain que je continuerai ce métier qui me tient à cœur encore pendant de très très nombreuses années. Et quand j'arrêterai, je suis certain que j'aurai encore des choses à apprendre.
Donc j'envisage en fait cet apprentissage comme une recherche permanente. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces formations ? Et ce que j'ai découvert, c'est que j'étais profondément humaniste dans ma démarche. Et que le terreau dans lequel j'allais accueillir l'autre, c'était avant tout l'accueillir en tant qu'homme fait de chair, de sang et de pensée. Donc vraiment être là et être dans la résonance de ce qu'il peut me proposer, de sa vie, de sa réflexion, de son chemin. Donc ce que j'ai appris avant tout, c'est d'où je parlais. Les autres approches, qui sont encore en jachère en fait, parce que quand on parle d'approche narrative, une 20aine de journées de formation ne suffit pas pour comprendre toute la profondeur du langage. Et c'est un chemin que je continue à faire sur l'approche narrative. La thérapie sociale m'a permis, à travers l'apprentissage de Charles Roggeman, d'interroger nos besoins et nos blessures. Et c'est un enseignement capital. Et la systémie, évidemment, permet, quand nous nous retrouvons dans ce lieu où on est face à l'autre, d'interroger aussi ce que nous faisons avec l'autre, en quoi cette interaction n'est pas neutre, et évidemment d'interroger les interactions de la personne avec son monde et sa façon de faire et quelquefois de répéter un certain nombre de gestes qui quelquefois ne sont pas opérants. Il y a un vrai éclectisme dans ta soif d'apprendre. Et je n'ai parlé que des apprentissages de cet ordre-là. Je ne suis pas certain que la puissance, si tant est qu'elle existe, de mon acte d'accompagnement réside dans tout ce que je viens de te citer. Je pratique un art martial qui s'appelle le kendo et qui te permet de te retrouver en fait face à l'autre, debout. Et comment tu fais le lien avec l'autre et comment tu gères la distance à l'autre. Ça te permet aussi d'exercer ton énergie vitale, ta puissance vitale, à travers ce qu'en Asie on nomme le chi. J'ai eu cet apprentissage pendant une 15aine d'années et je l'ai pratiqué jusqu'à une 10aine d'heures par semaine. Et je ne sais pas, quand je suis en accompagnement, si c'est plus cela qui agit que l'apprentissage de la gestalt ou de la thérapie sociale. Ça participe au corps et il y a du corps dans un accompagnement. Tu es formateur au diplôme universitaire de coaching à Panthéon-Assas. Quelle matière enseignes-tu ? On m'a demandé de transmettre quelque chose autour de la philosophie, qui est également l'une de mes recherches depuis de nombreuses années. J'essaie que ce ne soit pas un enseignement de maître à élève, évidemment, mais plus une expérience. Vivre quelque chose de ce qui affleure. Peut-être se réconcilier avec cette source qu'on a tous traversée jeunes, et pour beaucoup d'entre nous, avec une certaine réticence. La revisiter, sans obligatoirement se retrouver dans la culture antique. Ça peut être le cas, mais pas obligatoirement. En plongeant dans les sujets d'aujourd'hui avec un désir de savoir, un désir de recherche. Alors tu es coach individuel et collectif, tu travailles notamment pour les dirigeants et les managers. Peux-tu nous en parler ? Ces quelques dernières années, on m'a énormément interpellé sur des sujets de violence au travail. Des situations extrêmement imbriquées où il était question de certaines personnes qui étaient en souffrance et de personnes qui pouvaient être dans la violence. Tout le travail que l'on m'a demandé de faire, quelquefois individuellement, quelquefois collectivement, c'était quelque part de détricoter le nœud de ces relations et d'essayer de pacifier le travail. Donc je peux te parler par exemple d'une intervention que j'ai faite où je me suis retrouvé face à une chef de service qui manageait plusieurs équipes et qui était quelque part dans une vacance de pouvoir, c'est-à-dire qui était bouleversée en fait. Et plus que vulnérable, elle était fragile à ce moment-là. Et surtout, elle ne savait plus comment animer ces équipes qui, d'une certaine façon, avaient pris le pouvoir. Et donc, elle se retrouvait avec deux autres femmes qui avaient créé des sortes de coalitions et qui essayaient de défendre leur position, tout simplement. Face à un cadre qui n'était plus maîtrisé, elles avaient pris une place, elles avaient pris la place. Et elles entretenaient des relations extrêmement toxiques les unes avec les autres, tout étant mu par une très belle intention, celle de se protéger et de protéger ceux qui étaient autour d'elles. Et donc on se retrouve dans un contexte où il y a plusieurs têtes, mais où aucune n'est aux commandes, et dans une logique où chacun se dit qu'il est en train de marcher sur les œufs, où plus personne n'ose dire quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose qui est énoncé, il y a comme une forme de culpabilisation qui se pose face à lui, et où le système est complètement anesthésié. Tout le travail qui s'est opéré à cet endroit-là, c'était un travail que l'on pourrait nommer de réconciliation. Donc une réconciliation à soi et aussi une réconciliation à l'autre et aux autres. Et donc retisser du lien sans diabolisation et sans idéalisation. Et ça a été un travail bouleversant pour moi qui a duré plusieurs mois et qui m'a permis de voir exister à nouveau ce pétillement dans le regard des uns et des autres. Après le déconfinement, j'ai tenu à aller les rencontrer et je me souviens que, au-delà des restrictions sanitaires, etc., elles n'ont pu s'empêcher de se prendre dans les bras et de pleurer de joie, de se retrouver enfin dans la relation qui leur avait tellement manqué.
Donc cette dirigeante, elle a pu remettre le pied à l'étrier d'un management en présence et en tenant le cadre. Aujourd'hui, elle sait s'ajuster par rapport aux perturbations que le réel engendre en permanence. Et surtout, elle sait d'où elle part et elle ose poser un cadre. Elle se sent peut-être plus légitime. Tout à fait. Ta société s'appelle Les Mauvais Élèves et t'accompagne les transformations des entreprises. Pourquoi ce nom décalé d'abord et quel type de transformation accompagnez-vous ? Nous sommes plusieurs associés à avoir créé cette entreprise. Le terme mauvais élève, c'était un clin d'œil. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation. J'avais été appelé il y a très longtemps, quand j'avais une trentaine d'années, pour accompagner la transformation des entreprises et je trouvais ça extrêmement arrogant qu'un jeune de 30 ans puisse accompagner la transformation des entreprises. Je trouve ça toujours assez incroyable de pouvoir le faire. Je m'autorise simplement dans ces transformations-là, en restant dans ma posture d'accompagnant, de proposer peut-être une certaine temporalité dans les changements. Nous sommes face à des entreprises qui toutes sont extrêmement chargées, avec des managers qui croulent déjà sous le travail. Donc l'idée n'est pas de rajouter une brique à une brique, d'être assez frugal dans notre approche et de proposer une certaine harmonie dans notre façon de faire bouger toute une organisation. Mon rôle à moi, il réside toujours dans mon rapport à l'autre et mon rapport à un collectif. Donc il peut m'arriver d'accompagner par exemple un comité de direction à travailler sur le pourquoi nous sommes tous là, qu'est-ce que nous fabriquons ensemble, par quoi on est porté. Et quelquefois, je me retrouve dans ces transformations d'entreprise en train d'intervenir face aux dirigeants, face à un membre du comité de direction, en coaching individuel. Alors du coup, tu es consultant et coach. Est-ce à dire que le multicasquette est indispensable dans l'accompagnement professionnel aujourd'hui ? Alors c'est extrêmement difficile de se retrouver en posture de conseil, que ça demande une posture haute sur le système. La seule autorisation que je m'envoie, c'est de pouvoir simplement avoir un regard sur le dispositif dans sa globalité et au niveau humain. Juste peut-être préciser aux auditeurs, le consultant est en posture haute, ça veut dire qu'il est plutôt sachant, alors que le coach est en posture basse, sauf sur un point, le cadre, et ça veut dire qu'il accueille le client tel qu'il est et là où il est. Effectivement, c'est une disposition pas simple de passer de la posture haute à la posture basse ou vice-versa d'ailleurs. Ça peut être une gymnastique que l'on peut avoir en accompagnement, mais sans être sachant, c'est-à-dire en étant dans la confrontation potentiellement et à d'autres moments dans l'accueil. Cette gymnastique-là, je l'ai en accompagnement, mais savoir concrètement, rationnellement, ce qu'il faudrait monter et toutes les étapes du chemin, ça serait une aberration pour moi. Par contre, je peux proposer un processus, un chemin pour aller vers la transformation qui est attendue. Tu aurais un exemple à nous partager ? Je pense à la division d'un groupe mondial où je suis intervenu pendant 3 années. Les accompagnements à la transformation ne sont pas censés être extrêmement longs, mais néanmoins, ils ne peuvent pas se dérouler en 6 mois. Nous avions monté un certain nombre de saisons avec des temps de pause, des temps de maturation pour que les apprentissages puissent prendre. Et dans la proposition qui avait été faite, nous nous étions rendus compte en fait que le premier besoin était orienté vers le management et qu'il y avait une question d'éducation à une autre forme de management qui appréhende la complexité. Et dans un deuxième temps, nous nous sommes rendus compte en fait que la question était la question de la coopération. Non pas d'un manager d'une équipe vers le manager de l'autre équipe, mais comment est-ce qu'on pouvait engranger la coopération d'équipe à équipe. Et comment faire réfléchir à ça était un acte managérial en soi pour le manager, mais aussi pouvait permettre à toute l'équipe de monter en puissance et de prendre la main sur une façon de se regarder en train de fonctionner avec les autres équipes et en train de co-construire un système qui soit beaucoup plus efficace, où tous les membres de l'équipe interrogent et interviennent avec tous les membres de l'autre équipe. Nous avons continué en plusieurs saisons, pendant 3 années, à ajuster brique à brique, à travers quelquefois des séminaires en comité restreint, quelques autres avec une population beaucoup plus élargie, où on pouvait délivrer un enseignement plus simple à transmettre en grand nombre. En tout cas, créer des temps, créer des moments de conférence, créer des moments où les uns et les autres étaient auteurs de ce qu'ils disaient, pour que ce soit leur changement, pas le nôtre. Et à la fois favoriser l'émergence d'une intelligence collective et construire aussi les bases d'une organisation apprenante. D'où la nécessité de prendre le temps. Exactement. Tu es également superviseur, Wadi. Quelle formation as-tu suivie et qu'en retiens-tu ? Je suis arrivé à la supervision d'une façon un peu particulière. J'étais en plein apprentissage de la Gestalt. Et puis après cet apprentissage, j'ai conduit des stages qui duraient 2 années avec une Gestalt thérapeute. Et lors de l'un de ces stages, j'ai été appelé à accompagner une psychologue qui me légitimait de cette position-là. Là encore, c'est un métier que je ne connaissais pas. À l'époque, il y a une 12aine d'années, les apprentissages autour de la supervision
n'était pas extrêmement répandu. Donc ce que j'ai fait, c'est apprendre auprès de l'un de mes superviseurs. Les moments que j'ai eus en supervision ont été les moments les plus apprenants de ma carrière. J'ai eu une femme superviseur qui était gestalt thérapeute, j'ai eu un homme en supervision, et cette supervision-là était d'ordre systémique. J'ai eu une superviseuse qui était psychosociologue, et à chaque fois que j'étais supervisé dans un registre différent, j'ai l'impression que j'apprenais quelque chose de ce registre-là, et il y a eu comme une transmission de la supervision de cette façon-là. À travers différentes couleurs, donc. Exactement. Ce n'était pas dans un premier temps une supervision de coach, c'était une supervision de psychologue, psychothérapeute. J'ai été appelé par le Centre national de la formation publique territoriale à superviser des personnes qui étaient éducateurs ou assistantes sociales. J'ai supervisé des infirmières. Quelquefois, j'ai été appelé par des médecins pour travailler sur la supervision de leurs gestes professionnels. Et évidemment, certains de mes confrères m'ont appelé sur ce sujet-là à un moment. Je n'y avais pas pensé de prime abord. À quel moment, en fait, tu t'es senti légitime pour faire de la supervision de coach ? Quand j'ai commencé la supervision de coach, c'était peut-être 3 ou 4 années après avoir supervisé des thérapeutes. Et les questions des coachs me semblaient être une évidence à aborder, parce que ce chemin était le mien. Cette position de supervision, je l'ai prise dans les mêmes temps que je me suis mis à enseigner, en fait, le coaching et la philosophie. Donc tout ce chemin-là, c'était une façon de prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport à mon propre métier et de le questionner à nouveau. Quelles sont les situations spécifiques auxquelles sont confrontés les coachs que tu supervises, Wadi ? Quand ils commencent leur carrière dans le coaching, les coachs que je supervise se posent énormément de questions. Le monde du coaching est en train d'exploser. Il y a une vraie question en fait de positionnement, de différenciation. Trouver sa place, savoir la poser, l'affirmer, pouvoir développer aussi un volant de clientèle est extrêmement difficile. Donc les personnes qui arrivent au coaching ont cette difficulté-là et peuvent également questionner leur légitimité à être là. Donc là, il s'agit presque pour le coach junior, si j'entends bien, une question d'identité. Oui, et de légitimité. Et pour les coachs un peu plus expérimentés, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés ? Pour les coachs qui sont plus expérimentés, nous travaillons souvent sur leur propre élan, mais aussi l'élan qu'ils éprouvent face à l'autre, qui peut quelquefois les perturber, les bousculer très fortement. Il y a quelque chose à remettre de l'ordre d'une frontière, de l'ordre de la distance, où il peut exister quelquefois quelque chose de l'ordre d'une fusion qui ressemble fortement à une confusion dans ces cas-là, et où le travail qui va être à opérer va être de remettre de la relation, de remettre du tiers. Ce qu'amènent les coachs que tu supervises, c'est parfois des choses que tu as toi-même vécues, j'imagine. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à la vulnérabilité dans laquelle ils sont ? Dans les faits, je suis dans la même vulnérabilité qu'eux. Donc, c'est-à-dire que je peux ressentir évidemment même de l'impuissance. Mais ressentir de l'impuissance, c'est déjà quelque chose, surtout quand tu arrives à la dire et à la poser pour l'autre. Ce qui me touche, c'est la relation à l'autre. Quand je suis face à un coach ou une thérapeute qui est en difficulté, ce sont des personnes. La différence va surtout être dans peut-être la finesse du langage. C'est-à-dire qu'avec un coach ou une thérapeute, on pourra utiliser de gros mots comme le transfert et le contre-transfert sans avoir besoin de l'expliquer. Donc on peut avoir l'impression d'aller plus vite que si j'accompagne par exemple un dirigeant. Mais à l'inverse, les accompagnants ont développé un système de défense assez incroyable pour ne pas être atteints. Donc le travail est plus subtil. Dans la mesure où ils comprennent et manient les concepts eux aussi, ils ont cette appétence à jouer avec et à prendre une certaine distance. Comment tu les accompagnes à toucher le cœur de ce qu'ils ont envie de préserver, de protéger et parfois de défendre ? En leur proposant de se sentir libre de ne pas y aller et de venir en liberté ou de ne pas venir. Mais je peux aussi accueillir le silence, comme je peux accepter qu'une séance s'arrête si ce n'est pas le moment. C'est avant tout beaucoup de liberté. Quand on n'est pas dans une logique d'argument contre argument, où chacun dépose un argument plus fort que le voisin, on peut aller dans une complémentarité, on peut s'apporter quelque chose. L'un des systèmes mène à une escalade, et finalement, si tu es dans la résistance, tu vas résister encore plus. L'autre, c'est se mettre à côté et regarder ensemble. Et si le champ s'ouvre, personne se libère de son propre poids, si c'est le bon moment pour elle. Quel regard portes-tu sur le coaching et son évolution récente ? Je crois vraiment que ce terme devrait être visité. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'être coach. Je le sais pour moi. Je fais valoir ma vision du coaching, notamment cette recherche qui ne s'arrête pas et donc qui est en permanence une rencontre à soi et une recherche de soi et une recherche de la relation à l'autre. Aujourd'hui, nous sommes face à une pluralité de métiers qui vont s'appeler coach. On ne sait plus exactement à quoi se rapporte ce terme-là. Je crois qu'il y a quelque chose à clarifier, voire à renommer dans cette pratique. En matière de coaching professionnel, de coaching qui accompagne les entreprises ou les personnes qui travaillent dans les entreprises vers des objectifs professionnels, ce qui est quand même assez spécifique.
Quel regard portes-tu sur cette approche ? Le coach professionnel est celui qui porte le symptôme de son époque. Nous sommes dans une époque où on perd énormément de piliers fondateurs de croyances et qu'on a besoin de certains passeurs. Et donc le coach s'érige comme peut-être cet objet transitoire pour permettre à chacun d'advenir. De fait, au vu de la complexité qu'est notre époque, au vu des changements qui s'opèrent en permanence et qui nous permettent pas de retrouver des fondements et une assise, le coaching s'avère être un point de passage intéressant. Je ne veux pas prôner le coaching à tout prix. Je pense que quelquefois on a juste besoin d'un bon ami qui soit à notre écoute. À d'autres moments, on a besoin d'approfondir notre travail plus au sens thérapeutique du terme. Et à d'autres moments encore, on a juste besoin de vacances. Wadi, découvrons ce que tu as choisi pour faire un intermède dans notre entretien. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur, et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse, elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum les uppercuts, percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Alors il s'agit de La boxeuse amoureuse de Arthur H, issu de son 10e album Amour chien fou, sorti en 2018. Pourquoi ce choix ? Au sortir du premier confinement, j'ai eu la joie en fait de me retrouver dans une salle et de découvrir cette scène posée par Arthur H. Et à un moment, il y a ce jeu de chorégraphie avec cette boxeuse, danseuse amoureuse qui est belle dans sa capacité de résilience et que l'on voit prendre des coups et se relever et revenir et accuser le coup et être ensemble. Ça m'a saisi complètement, autant la voix d'Arthur H que la scène qui était jouée. Et ça me parlait profondément du travail que je fais depuis quelques années, qui consiste à appréhender les situations toxiques où nous nous retrouvons quelquefois dans une danse infernale, traumatique, blessante avec l'autre. Alors, La boxeuse amoureuse est une chanson portrait. C'est le portrait de sa mère, Nicole Courtois-Higelin. D'ailleurs, il lui fait une dédicace dans l'album à ma mère, la belle boxeuse amoureuse, pour son art de la fugue et son goût de la liberté. Elle esquive les coups, la boxeuse amoureuse, elle absorbe tout. C'est comme un hommage plus universel aux femmes qui luttent avec rage et dignité pour se faire entendre. C'est aussi cela qui t'a inspiré dans cette chanson ? Oui, il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, du féminin. En faisant ce travail d'enquête, de recherche sur l'emprise, j'ai interviewé une centaine de personnes. Une très grande majorité des personnes qui ont évoqué cette situation-là étaient des femmes. Il y a quelque chose de l'ordre du féminin qui doit être porté par les hommes et par les femmes aujourd'hui et qui doit trouver sa pleine légitimité. Quand certaines situations abusives arrivent au travail, quelquefois conduites par des hommes, quelquefois conduites par des femmes, elles sont adressées très souvent aux femmes. La transition, elle est parfaite pour parler dans cette deuxième partie d'interview, notamment de ton livre « L'emprise au travail, la comprendre sans libérer », sorti en 2019 aux éditions ESF Sciences Humaines.
Pourquoi t'être intéressé à ce sujet particulier de l'emprise au travail, Wadi ? J'avais vraiment envie de lancer une recherche sur des sujets qui m'étaient apportés au niveau professionnel. Comme je l'énonçais tout à l'heure, l'on m'a demandé d'intervenir dans des situations de souffrance, de difficulté, quelquefois qui aboutissaient à des épuisements, quelquefois à des arrêts. Et je me suis rendu compte en fait que cette question-là était souvent au cœur de relations d'emprise, en tout cas dans les situations qui m'étaient apportées. Concomitamment à ça, j'avais le désir d'ouvrir un champ pour ma thèse. Et j'ai choisi ce thème-là. Je me disais que je l'avais choisi à peu près par hasard, au-delà de ce rapport avec le monde professionnel. Et en fait, une nuit, j'ai fait un rêve qui me transporte dans mon enfance, en plein cœur de ma famille. Dans ce rêve où je joue quelque chose dans ma famille, où quelque chose est symbolisé, j'en ressors bouleversé, très mal à l'aise, vraiment bousculé. J'étais en psychanalyse, donc je mets au travail ce rêve. Et mon psychanalyste évoque pour moi une situation vécue où j'aurais été dans l'emprise de mes parents qui m'auraient conduit extrêmement loin dans une violence destructrice à mon encontre. J'accuse le coup, comme dans la chanson. Et je fais mon travail en fait de thèse en parallèle. Et dans le même temps, j'interviens avec une femme accompagnante, avec un groupe de travail de longue haleine. Le comportement de cette femme me questionne et je questionne ce comportement dans plusieurs lieux d'analyse et de réflexion pour savoir si je suis juste dans ma posture, avec elle, mais aussi avec les personnes qui sont présentes. Et tout converge pour me faire analyser une situation d'emprise. C'est-à-dire comment est-ce que de l'endroit de l'accompagnant, de l'endroit de la thérapie, une, deux, plusieurs personnes peuvent mettre en difficulté ou en captation un groupe tout entier. Et là, je me suis dit qu'il était vraiment essentiel de travailler. Donc, entre cette expérience vécue, ce rêve, et aussi les situations qui me sont amenées professionnellement, la thèse s'érige et puis je commence ma recherche. 2 années plus tard, je suis dans une autre tranche analytique avec un autre psychanalyste et je remets au travail ce rêve fondateur. Et donc la première déclinaison du rêve, c'est de dire que mes parents ont fait quelque chose avec moi et qu'ils étaient quelque part le chat et que j'étais la souris. Le questionnement de l'autre analyste m'amène à interroger ma part dans l'histoire. Et il m'interpellait sur l'idée que peut-être dans ce système-là, j'étais moi-même de ma position d'enfant le chat et ils étaient peut-être les souris. Et c'était très intéressant en fait de voir que dans le même contenu, on pouvait le lire évidemment de plusieurs façons différentes et que dans une lecture, nous étions quelque part oppresseurs, dans l'autre, nous étions oppressés. Et ça m'a énormément fait travailler. Alors moi j'aimerais partager que ce livre, je l'ai trouvé vraiment passionnant. D'abord parce qu'il y a une richesse de références philosophiques, sociologiques et autres qui apportent différents éclairages sur cette situation particulière. Et je voudrais parler notamment des chiffres. Des études réalisées par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail montrent qu'un travailleur européen sur 5 rapporte un certain mal-être psychologique et près d'1 sur 10 dit avoir été confronté à des comportements socialement difficiles comme des insultes, des menaces, des humiliations, des violences physiques, du harcèlement sexuel et moral, de l'intimidation, etc. Et ces études montrent enfin que plus d'1 quart des travailleurs cachent leurs sentiments au travail car ils craignent de paraître sensibles, vulnérables, peu performants ou tout simplement pas assez professionnels. Alors, en Europe, nous sommes 450 millions, il y a 214 millions d'actifs, il y a donc 1 Européen sur 5 travaillant donc qui souffre. Ça veut dire 43 millions. En gros, c'est la population de l'Espagne. Ça m'a paru effarant. Et sur les chiffres de ceux qui ont vécu des situations qu'on pourrait juger inacceptables, 1/10, c'est l'équivalent de la population de la Roumanie, ils sont 19 millions. C'était bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Sans parler de ceux qui s'empêchent de montrer leurs émotions, là en l'occurrence c'est 1/4, c'est-à-dire 53 millions. C'est des chiffres qui sont vertigineux. Le lieu du travail, c'est une scène, comme toute autre scène, qui peut être celle de la famille, celle de l'enfance. Et nous rejouons ici ce que nous avons déjà joué ailleurs. Quelquefois, l'enfant que nous avons été, qui a porté sa famille de l'endroit où il était, se retrouve là encore dans cette responsabilité-là. L'autre qui a tout le temps attendu le regard reconnaissant de ses parents et qui ne l'a pas eu recherche cela dans l'écosystème qu'est celui de l'entreprise. Et se jouent là des relations d'acteurs, les uns avec les autres. Et ce n'est pas parce qu'on sourit qu'on se sent bien. L'une des personnes que j'ai accompagnées il y a longtemps, qui travaillait à travers sa voix, me disait « Personne en entreprise porte un masque ». Et le deuxième bout de sa phrase est intéressant. Elle me dit « Mais pour certains, ce masque s'est figé en grimace ». Et c'est réel, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on montre en fait au monde ? Et quel est le ressenti profond ?
Le nombre de personnes, David, qui quelquefois n'ont même pas conscience qu'elles se sentent mal, mais que l'on sent quelquefois exploser à un moment. C'est-à-dire, quand le travail se fait en accompagnement, je me rends compte qu'il y a une violence qui a été faite, il y a quelque chose qui a été mis à couvert, et à un moment, le couvercle saute. On a bon dos de dire, voilà, c'est de l'hystérie, c'est du stress, etc. Non, il y a quelque chose de l'ordre d'une accumulation qui fait que ça explose. Et capter son émotion, se rendre compte qu'on est souffrant, oser la dire. Mais pour oser la dire, il faut savoir le dire. Il faut aussi oser au sens du courage, c'est-à-dire se dire, mais est-ce que je suis en danger si je dis ça ? N'est pas une mince affaire. On est souvent face à un jeu d'acteurs qui ne supporte pas ce genre d'expression de l'intime. Et pourtant, l'émotion, ex movere, c'est ce qui nous met en mouvement. C'est ce qui fait qu'on va au travail. C'est ce qui fait qu'on a un désir pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ce qui fait qu'on bâtit quelque chose. L'étude réalisée par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail, elle est fondée sur 35 765 interviews. C'est vraiment significatif. Moi, ça m'a étonné, mais pas dans le même sens que toi. Je pensais que c'était plus important que ça. En même temps, les personnes qu'on accompagne ne sont pas obligatoirement celles qui sont dans une facilité de vivre. Quelquefois, il y a une vraie difficulté, une vraie souffrance. Et ce sont celles-là que je rencontre. Du coup, il y a presque un prisme déformant. Exactement. Comment décrire simplement une situation d'emprise ? En l'occurrence, tu utilises une terminologie particulière d'empreneur et d'emprené. C'était inapproprié d'appeler ça empreneur et emprené parce que en posant un mot sur des personnes, on les fiche quelque part dans leur représentation. J'ai bien noté au début de l'ouvrage que c'était une facilité de langage que je m'autorisais. C'est avant tout l'histoire d'une relation. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a 27 ans, qui a expérimenté plusieurs emplois, qui a eu quelques difficultés, qui se retrouve face à un homme responsable d'un service où il n'y a quasiment que des femmes qui travaillent sur 24 personnes. Je crois qu'il y a un seul homme qui est un stagiaire. Il a l'âge de son père. Le père de cette jeune femme ne l'a jamais reconnu. C'est la brebis galeuse, c'est celle qui ne suit jamais ce qu'on lui demande de faire et qui s'est toujours définie à partir d'elle-même. Et même en le faisant, elle a quand même besoin que quelqu'un lui dise « toi aussi, tu vaux quelque chose, toi aussi, tu réussis ». Et donc elle se retrouve face à cet homme-là. Elle ne devrait pas rentrer dans ce poste-là. Ils sont deux associés pour la recruter. L'autre associé ne veut pas d'elle. Et c'est cet homme-là qui dit « mais si, c'est elle qu'on va choisir ». Elle devrait rentrer à un certain salaire. Elle rentre à un salaire qui est supérieur de 10 000 € par rapport au salaire normal dans lequel elle devrait être. Donc là aussi, il y a une proposition démesurée qui se met en place. Elle explique à cet homme-là qu'elle fait une opération. Ils n'ont même pas encore commencé à travailler ensemble. Il lui demande des photos de cette opération, des échographies, etc., etc. Il y a quelque chose qui prend fort, il y a quelque chose qui prend mal déjà dans cette histoire-là. Enfin, quelqu'un de l'âge de mon père me regarde. Enfin, quelqu'un me voit à ma juste valeur. Et à ce moment-là, elle pense pas qu'elle est de 10 000 € au-dessus de son salaire normal et qu'elle va prendre un poste qu'elle ne devrait pas prendre. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la lune de miel. C'est-à-dire que dans un premier temps, tout est magnifique, on avance ensemble. Et quoi qu'elle fasse, elle va être extraordinaire. Et quoi qu'il fasse, il va être extraordinaire. Ça prend. Et à un moment, il y a une forme de déception. Cet homme qui était face à elle, peut-être attendait-il quelque chose d'elle qu'il n'a pas osé dire. En tout cas, il y a une frustration qui se manifeste. Et de toutes ces belles paroles envoyées, on en voit le revers. Et donc, ce sont les remarques qui pleuvent petit à petit. Et ça commence par un premier mot de travers, un premier mot quasiment acceptable. Et le premier pas est franchi. Et comme elle ne dit pas non, comme elle ne remet pas de la frontière, il y aura un deuxième pas, et un troisième pas, et un quatrième pas. 9 fois sur 10 sont des femmes. Quand j'ai commencé cette recherche, j'ai fait passer cette information que je cherchais à réaliser des interviews pour des personnes en situation difficile qui avaient pu percevoir de l'emprise. Et j'ai commencé à faire des interviews. Et donc j'ai eu le retour par rapport peut-être à mon spectre de connaissances, mais ce sont les femmes qui sont rapprochées de moi la plupart du temps. Alors peut-être est-ce à dire aussi que les hommes osent moins communiquer, parler, reconnaître qu'ils ont été sous emprise. Il y a peut-être aussi une certaine pudeur, peut-être une réticence à ce niveau-là, je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a peut-être quelque chose autour effectivement de la figure de la masculinité qui peut être encore plus douloureusement attaquée. Et il y a aussi peut-être tout simplement une plus grande facilité des femmes à être dans la parole. Dans le livre, tu insistes beaucoup sur le fait que l'empreneur comme l'emprené sont tous les deux des grands blessés de la vie qui se rencontrent. C'était le principal objectif de mon livre. Chacun de nous trouve son pervers narcissique préféré. C'est à la mode. Il y a très très peu de situations réelles de perversion et de narcissisme chez la même personne. Et j'ai voulu casser ce mythe. Et souvent, ça me vaut beaucoup de réactions de parler de cette façon-là. Et en même temps, le fait de décrypter la position de l'un et de l'autre et comment on co-construit une situation comme celle-là est une façon de commencer à imaginer une solution. Tant qu'on dit l'autre est le mauvais, il faudrait peut-être même que je lui fasse un procès.
je remets rien en cause de moi-même. Et donc je reste à l'endroit où je suis. Et si j'ai prêté ma vulnérabilité, si j'ai prêté mon flanc face à une situation donnée, je vais recommencer. La situation ne va pas être résolue en soi. Donc ça peut être intéressant de comprendre la mécanique qui se joue à l'intérieur de cette situation. Ce que je tiens quand même à préciser, c'est que dans les situations de violence, il y a quand même quelqu'un qui mène la danse et quelqu'un qui l'a subi, mais qui l'a subi en la nourrissant quand même. Pourtant, il y a évidemment une vision manichéenne qui aurait tendance à dire qu'il y a un gentil et un méchant dans l'histoire. Et en analyse transactionnelle, le triangle dramatique, Stephen Karpman, 1968, il y a toujours une victime et un bourreau, avec éventuellement un sauveur. C'est ça, alors on n'est pas exactement dans la même configuration. Il y a quelque chose qui est fait à cette personne qui a été violentée. Il y a quelque chose que fait cet homme ou cette femme qui est violente. Et il y a une relation qui nourrit ce système. J'ai rencontré une secrétaire générale à un moment qui m'expliquait qu'une jeune femme était excédée par les paroles d'un homme qui était au même niveau que cette secrétaire générale. Elle me disait, il m'adresse la même chose, mais en fait, ça ne me fait absolument rien. Je crois qu'à certains endroits, ça prend, et à d'autres pas. Et ça, c'est intéressant. Quant au triangle dramatique, il y a effectivement le bourreau, la victime, et il y a le sauveur. Là, on touche aussi à quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai appelé l'empreneur, il y a ce que j'ai appelé l'emprené, la personne qui subit l'emprise, et puis il y a le terreau, il y a tous les autres, qui sont très souvent témoins, et très souvent témoins silencieux. Ça m'a marqué dans le livre. J'avais le sentiment que l'emprené était un peu le bouc émissaire qui prenait pour les autres, d'une certaine manière, dans tous les exemples d'ailleurs de mémoire. Le reste de l'équipe ferme les yeux sur une situation qui est quand même extraordinaire. Alors c'est ce qui m'a énormément surpris aussi, la lecture des témoignages. Mais c'est peut-être aussi une forme de conformisme, c'est-à-dire je ne veux pas sortir de la reconnaissance du groupe. Comment est-ce que je m'expose en fait si j'ose dire quelque chose ? C'est un peu plus grave que ça encore. Déjà quand tu es témoin et que tu n'agis pas, tu es d'une certaine façon complice. Et d'autre part, quand la parole est portée vers certains organes de l'entreprise, par exemple pour les ressources humaines, très souvent, pour ne pas dire systématiquement dans les exemples qui m'ont été rapportés, il y avait tendance à minimiser la situation ou à trouver une voie de sortie, non pas pour l'empreneur, mais pour la personne qui était emprenée. Et ça, c'est d'une certaine façon monstrueux. On en arrive à une forme d'anomie, comme s'il n'y avait plus de règles en entreprise. On en arrive à un système où il n'y a pas de système de régulation. Il y a le pouvoir, il y a les tenants du pouvoir, et puis il y a les instruments du pouvoir. Et puis si quelque chose pose question, il n'y a pas d'espace pour mettre au travail la parole des uns des autres, pour leur permettre de dire « ça ne va pas ». Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être son conjoint, ça peut être un thérapeute ou un coach. L'essentiel, c'est de revenir à la parole. Parce que la situation d'emprise amène dans une position d'enfant. C'est-à-dire on est réduit à ne plus avoir la parole. Et donc on perd le langage. L'une des façons de se reconstruire après cela, c'est de retrouver le langage, de réhabiliter le langage, de recommencer à parler quitte à balbutier. Ça montre aussi qu'il y a un manque dans l'entreprise en France. Il n'y a pas d'espace de parole dans l'entreprise. Effectivement, c'est cruellement absent. Ça pourrait être de la supervision, ça pourrait être des espaces de discussion entre pairs. Vraiment, ça pourrait prendre de multiples formes. Mais en tout cas, il manque ces espaces-là, c'est clair. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué dans ce livre, c'est à quel point tout est imbriqué, tout est intriqué entre le personnel, le professionnel, le psychologique, le symbolique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent dans la relation d'emprise. J'ai commencé par regarder ce terme, emprise. Est-ce que je suis en prise de moi-même ? Est-ce que je suis en prise d'un autre ? J'ai essayé de regarder aussi d'autres façons de le dire dans d'autres langages. Et je suis tombé sur deux termes chers à Winnicott, holding et handling. Ce thérapeute, qui a beaucoup travaillé avec les enfants, parlait de holding, c'est-à-dire comment est-ce qu'on tient l'enfant pour lui donner du cadre. Et le handling, c'est comment on s'occupe de l'enfant, comment on le nettoie, comment on prend soin de lui. Et les deux traductions de ces termes peuvent être emprise. C'est-à-dire que l'enfant, quand il vient, et pour qu'il puisse vivre, doit être en prise. Il faut quand même lui créer un cadre fertile, porteur. Sinon, il s'éparpillerait et il ne saurait plus où il existe. Et quand cette prise devient trop sévère, trop dure, trop forte, et qu'elle empêche l'enfant d'exister, de vivre, de respirer, là on est dans l'abus. J'aimerais qu'on revisite ce terme d'emprise sous deux angles. Finalement, l'emprise est quelque chose dont on ne peut plus naturel, et en même temps, si la prise est trop serrée, elle nous étouffe. Et on peut en mourir. Dans ce livre, j'évoque aussi des situations en fait qui s'assimilent à des tortures, qu'on peut aller très très loin dans cet étau que l'on pose autour de l'autre. Alors, quel est le mode opératoire de l'emprise et à quoi voit-on qu'elle existe ? Quelque chose se contractualise sans se contractualiser. C'est-à-dire, cette jeune femme avec cet homme, ils décident de travailler ensemble. Ça, c'est le contrat formel. Mais il y a un contrat informel derrière qui dit finalement, qu'est-ce que je suis en train de te donner, pourrait dire cet homme. Et cette femme ne se pose pas la question quand elle prend le contrat.
Et lui, il sait qu'il est en train de donner plus qu'il ne devrait donner. Donc en fait, il est en train de créer de la dette. Quand on vient au monde, on se retrouve quelque part dans une dette infinie vis-à-vis de nos parents. Et là, c'est la même chose finalement. Il fait rentrer cette jeune femme dans cette entreprise et d'une façon exagérée en termes de salaire et de position. Donc il crée une dette infinie. De fait, dès le départ, elle ne pourra pas rembourser. Par là, il l'invite à accepter l'inacceptable aussi, inconsciemment. Exactement. Le precium doloris, le prix de la douleur à supporter ce qui va lui faire subir, parce que ça va loin en fait dans cet exemple. Effectivement, ça va très très loin et il y a un prix à payer extrêmement fort. Dans les éléments de l'emprise, tu parles d'agent d'emprise, de terrain fertile et d'un contexte favorable. Il y a quelque chose qui peut émerger parce que le terrain permet cette émergence. Parce que le terrain ne régule pas ce qui s'y joue. Et donc ça se propage. Une entreprise donnée permettait à une personne d'être quelque part en toute puissance sur une branche, sur une division, qu'il ait feuille blanche pour faire ce qu'il a à faire, qu'il n'ait pas d'autorité qui régule. Que va-t-il se passer pour lui en termes de pouvoir, de puissance, mais aussi pour certains managers qu'il aura adoubés comme étant ceux de sa garde rapprochée. Donc on se retrouve quelque part dans une sorte de système féodal, pas régulé, et donc sur ce terrain-là, tous les abus peuvent prendre. Et qu'est-ce qui pousse, selon toi, une personne à accepter l'inacceptable et à se soumettre à cette relation toxique et potentiellement dangereuse, pour elle comme pour l'entreprise d'ailleurs? Il y a quelque chose de très fort qui est en jeu. Je pense à cette femme dans un univers, dans un premier temps bancaire, qui avait vécu des situations très douloureuses et puis se retrouve dans une société commerciale avec un directeur commercial qui lui dit « T'es extraordinaire, t'es faite pour ce métier, etc. » Personne ne lui avait jamais dit ça et elle pensait qu'elle ne valait rien. Et en même temps qu'il faisait ça, il se permettait des gestes déplacés. Il y avait quelque chose dans la balance, évidemment inconsciemment. Si tu n'acceptes plus mes gestes, à ce moment-là, il va falloir que tu jettes aussi mes compliments, ma reconnaissance. Soit tu prends tout, soit tu rejettes tout. Et là, en l'occurrence, son intégrité physique étant touchée, il y a eu vraiment un non radical à un moment. C'est-à-dire qu'avant qu'arrive ce moment, il y a eu vraiment plusieurs passages à l'acte abusif. Et ce non a émergé après une discussion qu'elle a pu avoir. Quelqu'un en qui elle avait confiance, et qui lui a donné aussi la force de venir et de dire non. Mais ce qui laisse la situation en l'état, c'est la honte. Comment expliquer ça et à qui? Et pourquoi est-ce que j'ai failli une fois? Et pourquoi j'ai failli une deuxième fois? Et une troisième? Ou pourquoi ai-je attendu aussi longtemps et supporté aussi longtemps ce qui n'était pas acceptable en fait? Il y a un très bel article que l'association des violences faites aux femmes, la VFT, a fait émerger sur une situation où il y avait eu comme ça au travail des viols qui ont duré une dizaine d'années. Et cette femme, plus ça allait, plus elle se retrouvait prise dans ce jeu-là, incapable de dire non puisqu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées avant. Et les questions qu'on a pu lui poser à la cour étaient monstrueuses. Pourquoi vous n'avez pas dit non? Pourquoi avoir attendu 10 ans? Et ça ne peut être expliqué qu'à travers la situation de l'emprise. Que faire si l'on est dans ce type de relation ou si l'on connaît quelqu'un qui semble être dans cette situation? La question est la question de la conscience. Il y a un moment où ça doit être un stop. Et c'est très souvent le corps qui hurle. Dans toutes les situations, il y a eu un impact sur le corps. Le corps nous protège et à un moment donné, ça peut aller jusqu'au burn-out si on l'écoute pas suffisamment ou suffisamment tôt en fait. Exactement. Que peuvent faire les collègues s'ils veulent agir ou réagir? C'était tellement peu présent dans les échantillons que je ne l'ai pas noté dans le livre. Mais j'ai eu aussi de beaux témoignages de personnes qui non seulement ont réagi, mais se sont battues et ont donné des contacts auprès d'avocats, auprès de thérapeutes, auprès de coachs, pour que la personne se ressaisisse d'elle-même. La seule chose que l'on puisse faire, c'est ouvrir un champ pour l'autre. Être là avec lui sur le chemin et l'aider à détricoter cette situation, lui dire qu'il est en capacité de faire autre chose, qu'il ne vaut pas ce qu'il pense de lui-même aujourd'hui. Je pense à la situation d'une femme qui était DRH Monde, donc quelqu'un d'extrêmement compétent, qui avait fait les meilleures écoles de commerce, etc., etc. Son empreneur l'a réduite, et puis elle s'est laissée réduire. Et puis la réduction a été très très loin. À la fin, elle ne savait plus ouvrir un traitement de texte, elle ne savait plus écrire une phrase. La démolition est forte, c'est-à-dire qu'on est vraiment dessaisi de soi-même. Il y a quelque chose qui vient couper notre lien au monde. J'arrête de rencontrer mes amis, j'arrête peut-être de parler à la femme qui m'accompagne. Parce que il y a quelque chose qui m'a colonisé. En fait, même quand l'autre n'est pas là, il est là. Et ça, c'est quelque chose qui appartient à l'autre, mais c'est aussi quelque chose qui m'appartient. C'est-à-dire que je ne l'ai pas mis dehors. Il y a quelque chose à opérer autour de ça. Dans tous les exemples, pour le coup, ce qui m'a marqué, c'est que soit l'empreneur partait d'une manière ou d'une autre, soit l'empreneur était promu. Ce qui est quand même surréaliste. On se retrouve avec des empreneurs qui vont avoir d'autres postes ailleurs, avec encore plus de personnes à manager. Pour autant, qu'est-ce que concrètement peuvent faire les ressources humaines quand elles ont envie d'agir? On pourrait commencer par qu'est-ce qu'elles font. Quelquefois, elles font silence. Quelquefois, elles essaient de faire quelque chose. Et dans ce quelque chose, souvent, elles se retrouvent face à des personnes qu'elles nomment finalement intouchables. Parce que, appartenant à une certaine catégorie personnelle, parce que ayant tel ou tel type de difficultés physiques, parce que tenante du pouvoir. Donc certaines personnes intouchables.
Quelquefois, elles essayent d'ouvrir le champ à la parole de ces personnes en difficulté. Et quelquefois, elles les mettent dans un endroit reculé de l'entreprise où elles feraient moins de mal. J'ai vu très très peu de situations où on extrait vraiment la personne qui pose une difficulté. Les RH sont garantes quelque part d'une sorte de consistance du tout. C'est très douloureux en fait pour les salariés qui viennent voir les RH, qu'il leur soit opposé un « non, est-ce que tu n'aurais pas amplifié le sujet, résiste un peu, ça va passer ». Est-ce que le problème ne viendrait pas de toi ? Exactement. C'est monstrueux, mais ça peut s'entendre vraiment. Globalement, ça se termine comment ? En t'écoutant me poser la question, c'est une chanson de Rita Mitsuko qui venait. Les histoires d'amour finissent mal en général, c'est ça ? En général, oui. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'une sorte de fusion qui s'opère là. Il y a un rapport à la passion qui est très intéressant à faire. Quand la passion est morte et qu'elle nous a peut-être entraînés sur un terrain extrêmement glissant. Il y a effectivement la passion amoureuse, mais ça fait aussi référence, consciemment ou inconsciemment, à la passion du Christ. C'est clair. C'est très douloureux, en fait, le moment où ça s'arrête. Et c'est aussi douloureux parce que je dois faire l'inventaire. Et là, il y a vraiment deux façons de terminer. C'est-à-dire que soit on termine et on clôt le chapitre et on pense que c'est terminé, mais en fait, il y a quelque chose qui subsiste et on sent qu'il y a une énorme fragilité autour de ça. Avec une propension à revivre ça dans d'autres contextes, quand l'inventaire n'a pas été réalisé. Exactement. Et même si on le revit pas, souvent, quand j'ai interviewé des personnes, peut-être 10 ans après, on voyait quelque part les stigmates qui restaient. Par exemple, une personne où le président avait été dans une intrusion très très forte vis-à-vis de lui. Là, c'était un homme en l'occurrence. Et en fait, 10 ans plus tard, je l'interviewais et il était dans cette colère. Et ça n'avait pas été dit à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais eu vraiment le temps de poser les choses et de poser sa colère. Donc la colère, il l'a portée. Comment l'empreneur peut-il s'en remettre une fois finie la situation d'emprise ? Il y a souvent un passage, effectivement, par une sorte de lieu de maturation où on se rencontre à nouveau, on réhabilite ce qu'on est, nos forces vitales. Une prise en compte de qui on est, mais au pied du mur, pas en fantasmant qui on est. Et une expérimentation à travers d'autres expériences de vie, d'autres expériences professionnelles qui nous permettent de nous mettre à l'épreuve avec d'autres. On a la possibilité de vivre d'autres choses. Et par un passage, en fait, par un lieu de soins. Peut-être avec une attention particulière aussi à revisiter la situation sous l'angle de la responsabilité. C'est ça. Et je disais tout à l'heure, on ne sait jamais exactement qui est le chat, qui est la souris. C'est-à-dire qu'à certains moments, à partir de notre position basse, on peut mener le jeu aussi. Et ce qui est bouleversant, c'est les passages de frontières, c'est les dépassements d'une responsabilité qui est donnée par l'entreprise, par exemple, à un grand patron, et qui se croit dans une forme de toute puissance, et qui va vraiment aller dans l'abus. Ça, c'est insupportable. Ça n'empêche pas de faire aussi le travail en face, en se disant qu'est-ce que je dois ériger comme règle, comme des impératifs catégoriques de ce qu'on ne fera pas avec moi, de où sont les frontières. Qu'est-ce que j'ai alloué à l'autre de ma liberté que je ne devrais plus jamais céder. Finalement, se réapproprier le cadre, son cadre. Oui. En parlant avec toi, je me demande si ce n'est pas une renaissance, cette sortie d'emprise. On nous a mis au monde et on a commencé à faire avec qui on était. Et se retrouver confronté à cet événement insupportable nous oblige quelque part à mourir à nous-mêmes d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui est aboli, peut-être le fantasme qu'on a de la vie. On peut à ce moment-là se redonner naissance, en se donnant du cadre, en donnant à l'autre un cadre, en disant les distances utiles. Comment est-ce que l'interdiction est porteuse de vie en fait ? Dans interdiction, je le dis quasiment en deux mots. Interdiction. C'est comment est-ce que, à partir du moment où il y a de la frontière, il y a un espace où on peut dire si je vais à toi et que je me confonds avec toi, quelque part il n'y a plus de voix, il y a une personne qui parle pour les deux. Et c'est comment ce décollement, cet arrachement de cette fusion fait qu'on retrouve chacun position et territoire. Et donc il y a de l'espace. Et parce qu'il y a de l'espace, je peux poser ma parole. Donc c'est peut-être un appel à une forme d'autonomie. Ça voudrait presque dire que l'empreneur a senti inconsciemment qu'il y avait une vulnérabilité sur laquelle il pouvait appuyer, et il a senti aussi qu'en face, l'empreneur était capable d'accueillir cette intrusion, et que finalement, aller jusqu'à un maximum pour vraiment toucher du doigt là où il faut encore travailler. Je parle du côté de l'empreneur. Il y a peut-être une sorte d'accouchement de soi par la force. Ça me questionne sur la position de l'empreneur. La plupart du temps, pourquoi est-ce qu'une personne appuie sur ce bouton, comme tu dis ? C'est parce qu'il est en mal de vivre. C'est parce qu'il a peut-être un univers vide autour de lui. C'est parce qu'il souffre de l'absence. Peut-être qu'il a besoin d'avoir une souris dans sa cage. Je ne sais pas ce qu'il en est. Il n'a pas conscience qu'il va appuyer sur un bouton et donc il va tenir l'autre. Mais il y a quelque chose en lui qui va user des moyens les plus forts qu'il a pu trouver pour tenir l'autre en étau, parce que c'est sa subsistance quelque part. Sinon, il dépérit aussi. Je crois qu'on est tous portés vers la vie, on a envie de vivre, sauf que là, le moyen est complètement déplacé et inapproprié, et il prend l'autre pour un objet, pas pour un sujet. Mais à la lecture de ce livre, je me suis même posé la question, est-ce que tout un chacun peut devenir à un moment donné empreneur ? Imagine aujourd'hui
que tu désires quelque chose très fortement, quelque chose vraiment qui serait impossible de ne pas avoir, ne vas-tu pas mettre toute ton intelligence au service de ce manque ? Évidemment que tu vas, sans même le conscientiser, mettre tous les leviers que tu vas trouver pour essayer de te saisir de ce manque qui te brûle, de ne pas être là. Pourquoi avoir créé une formation ad hoc pour permettre aux coachs, et à d'autres professions j'imagine, d'accompagner ces situations de crise ? On m'appelle assez régulièrement sur des situations où règne de la violence, où certaines personnes se font du mal à elles-mêmes, quelquefois qui font du mal aux autres, quelquefois qui subissent le mal d'un autre. Il peut y avoir beaucoup de situations comme celle-là qui ne trouvent pas obligatoirement de réponse dans les formations de coaching assez classiques. Pour accompagner des situations comme celle-là, il y a vraiment besoin d'approche gestaltiste, donc profondément humaniste pour accueillir l'autre, approche systémique pour voir ce qui se joue dans la relation. Et puis il y a quelque chose de la thérapie sociale érigée par Charles Rochman qui va assez loin dans les besoins et les blessures des uns et des autres, et surtout dans les processus de réconciliation. J'essaie d'agréger toutes ces approches-là et force est de constater que quand on me propose des missions de cet ordre-là, si je veux faire intervenir des collègues, plusieurs d'entre eux m'ont dit leur difficulté à envisager ce type d'accompagnement. Je me disais qu'il y avait quelque chose à transmettre autour non seulement des situations d'emprise, pour résoudre des problématiques comme celle-là, mais aussi pour proposer une autre façon de faire lien social. Il y a vraiment cette traversée-là, en fait, dans un cycle que j'ai élaboré pendant le confinement, à distance. Ça a été assez énorme. On se retrouve dans un lien d'une telle vérité et à distance, en train d'apprendre les uns des autres, et je dis bien apprendre les uns des autres, parce que au fil des cycles, là j'en suis au 2e cycle que je déroule, il y a un énorme apprentissage qui se fait, il y a des déclinaisons qui s'ouvrent. J'ai comme objectif de monter un institut autour de cette réflexion-là pour aller plus loin dans cette recherche. En quoi la situation sanitaire et les confinements successifs que nous vivons depuis 1 an ont eu un impact sur les situations d'emprise ? Est-ce que l'emprise s'atténue avec la distance ? Alors je pense qu'il y a 2 situations différentes. Il y a certaines personnes qui, à travers le confinement, ont pu se trouver un lieu de retrait, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus exposés, en tout cas pas autant qu'avant, à de la violence, et donc qui ont pu reconstituer leur force vitale. Puis d'autres personnes qui, par exemple, se sentaient maltraitées parce que pas reconnues, parce que d'une certaine façon abandonnées, à distance, éprouvaient un manque encore supérieur. Quand vous êtes manager et que vous avez certaines lacunes dans votre management ou un geste déplacé, a priori, ça ne devrait pas s'améliorer à distance. Donc, je peux même amplifier le phénomène d'emprise. Je sais que pour ma part, j'ai accompagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, une situation qui a commencé avant le confinement et qui a perduré pendant le confinement. Et les choses n'ont pas du tout été en s'arrangeant parce qu'il y avait du confinement. Donc ça, c'est vraiment le réel qui parle. Les personnes que je pressentais comme étant au bord du burn-out se sont retrouvées en burn-out. Ça a continué à germer. Chacun finalement repart chez lui dans l'univers qui est le sien. Est-ce que cet univers est accueillant ? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui parler ? Est-ce que je me retrouve dans une toute petite chambre cloisonnée et en train d'étouffer ? Donc tout cela va énormément jouer. Mais ce n'est absolument pas une atténuation systématique de ce qui peut se vivre en entreprise d'une façon habituelle. La multiplication des visios, c'est un outil additionnel pour intruser l'autre de par ce qu'il laisse voir de son lieu de vie. Par exemple, certains outils permettent évidemment de flouter ce qui se passe derrière, mais si je ne le fais pas, je laisse avoir des choses intimes à mes collègues, et si effectivement ils ont une tendance à l'intrusion, ça peut être un biais additionnel qui leur est offert pour accroître leur emprise. Oui, c'est clair. Il y a des logiciels assez simples, en fait, qui disent si on est en ligne ou pas. Déjà, c'est une intrusion. On pourrait tout à fait être en train de travailler et ne pas avoir envie d'être dérangé. La visio, effectivement, on rentre par le regard, par la voix, chez l'autre, avec des décors qui lui appartiennent. Et tout le monde n'a pas la possibilité de se retrouver dans une chambre complètement à part pour pouvoir travailler. Ce qui aurait pu se passer, c'est que ce manque dû au fait de la crise sanitaire et de l'éloignement des uns et des autres aurait pu nous faire réfléchir en nous disant « mais c'est quoi les rencontres essentielles ?» Et à partir de là, comment chacun est porteur de son travail ? En fait, ce qu'on voit à travers les visios, c'est une multiplication des réunions. Dans le premier confinement que j'ai eu, j'ai été obligé de diviser les réunions par 3. C'était des réunions à tout va, ce qui fait qu'on finissait la journée fatigué. On n'a pas compris, en fait, qu'il y a peut-être des endroits et des temps essentiels de partage, et il y a des temps de retrait et de fermentation, quelque part, de soi, de sédimentation. À travers cette capacité à travailler 12 heures par jour, finalement, on en a abusé. Et comme tu le dis, finalement, on rentre très facilement chez l'autre. Plus cette frontière entre le perso et le pro qui devient de plus en plus poreuse avec cette omniprésence du travail chez soi.
Personnellement, je suis indépendant depuis 20 ans, donc j'ai pris des automatismes autour de ça, mais c'est pas une évidence. Pour un salarié de se dire, je sors de là, il y a un sas, je rentre dans un autre lieu, c'est extrêmement difficile, symboliquement, de faire des séparations. Quel rôle les coachs ont à jouer dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, selon toi? Déjà, le coach a un devoir vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire de ne pas se perdre déjà lui-même, parce que c'est très facile, en fait, de ne plus être au centre de soi. Et donc il y a un vrai travail d'ascèse, comme certains philosophes grecs pouvaient le faire, dans un travail sur le souci de soi, pour être juste au centre de ses paroles. Et évidemment, être supervisé soi-même pour savoir ce qu'on délivre à l'autre. Et quand ils sont dans cet alignement-là, eh bien ils peuvent constituer ces lieux d'accueil et de confrontation féconds pour permettre à ceux qui sont pris dans des situations toxiques, à ceux qui sont pris dans une relation à eux-mêmes, finalement qui les déborde, de retrouver quelque chose d'eux-mêmes dans cet espace qui leur est offert. Donc je crois que le coach et les accompagnants en général peuvent se retrouver dans cette possibilité d'accueil. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier? Il serait de bon ton de dire que je suis fier de mes accompagnements, mais je n'arrive pas à en trouver un. Je peux te parler d'un accompagnement où j'étais très ému. J'étais en train d'entendre parler à un homme de sa violence, de sa colère. Et son patron m'avait demandé de l'accompagner, justement, pour faire quelque chose de cette colère. Objectivement, je crois que j'avais tout essayé. Travailler à travers la systémie, à travers la gestalt, etc. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais rien n'y faisait, il y avait toujours de la colère. Et à un moment, cet homme me raconte comment il était dans cette petite ville de son enfance, comment il a appris que sa maman partait en fait dans un autre pays. Et donc ça l'avait bouleversé. Et à un moment, il était avec ses copains, plusieurs années plus tard, et ce sont ses copains qui lui apprennent que sa maman a eu un autre enfant, il le savait pas. Il est parti dans la rue, il s'est mis à courir, et il n'y a aucun son qui arrivait à sortir de sa bouche. Il avait envie de crier, il n'arrivait pas à crier. Et on m'avait demandé de l'accompagner pour sa colère. Et j'ai même pas eu besoin de penser. Je me suis mis à pleurer devant lui. Il a été ébahi pendant 30 secondes en se disant mais est-ce que mon coach est dépressif ou est-ce qu'il y a un problème? Et il s'est mis à pleurer. Et ça m'a bouleversé vraiment. Il y a quelque chose de l'émotion. Nous sommes ce réceptacle-là. Et on peut la laisser transiter par nous. Quelquefois elle est verrouillée à un endroit. Il s'est remis en lien avec lui-même quelque part. Du coup ça l'a autorisé à exprimer sa propre tristesse. Exactement. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client? Je vais te parler de la surprise que j'ai eue face à un client, il y a plus de 20 ans de ça, qui m'avait demandé d'accompagner un directeur informatique. Et il me disait, il arrête pas de m'envoyer des messages. Et je dis, et alors? Et en fait, il était juste dans le bureau d'en face. Il aurait pu juste se lever et parler avec lui. Et ça m'avait vraiment étonné, j'ai jamais eu d'autres accompagnements de ce type. Mais évidemment, on a travaillé sur l'aspect relationnel. Voilà, ça m'avait un peu surpris, cet accompagnement-là. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients et ou tes élèves disent de toi, Wadi? Vraiment, ça ne me parle pas. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'ils disent quelque chose de moi. Dans ce métier, nous sommes ces personnes en fait qui sont à la croisée des chemins et qu'il faut savoir oublier. C'est-à-dire qu'ils prennent quelque chose et qu'ils passent à autre chose. Nous sommes pas là pour créer une image forte. J'aimerais vraiment qu'ils m'oublient en fait. En tout cas, qu'ils se rappellent d'eux-mêmes. Quelle est la première décision que tu prendrais si tu devenais président d'une organisation représentative des coachs? Je les boude en fait depuis mon existence de coach. Ta question est difficile. Je ne vais pas dire comme Krishnamurti la dissolverait, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Toute organisation peut prendre du pouvoir et on peut se retrouver très rapidement en train de marcher à côté de son organisation. Si je devais y rester et persévérer, ça serait vraiment appeler en permanence à ce qu'on n'arrête jamais la recherche. Que tout dogmatisme soit chassé, qu'on s'arrête jamais à une connaissance, qu'il n'y a aucune vérité à trouver. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours? Je rêve d'avoir approfondi encore plus la philosophie, la psychologie, et avant tout, des études de langue. J'aurais adoré faire de la philologie. Je suis un adorateur du langage. J'aurais aimé avoir les enseignements approfondis, parce que j'en ai eu quelques-uns, mais... Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien? Chacun va être touché peut-être par un point particulier. Si certains ont vécu des situations difficiles, ils vont peut-être se retrouver dans une des explications que j'ai pu donner autour de ça. Puis pour d'autres qui sont eux-mêmes accompagnants, peut-être qu'ils y retrouveront la même flamme ou la même envie. Est-ce que tu veux nous parler d'un de tes projets sur lequel tu vas consacrer ton énergie dans les mois à venir? C'est ce projet d'institution autour du lien social, c'est-à-dire mettre autour de la table des chercheurs, des accompagnants, des sociologues, des psychologues, et également des hommes politiques pour questionner le lien social et aller plus loin sur cette recherche du faire lien et du faire société. En allant en fait dans le sujet de l'emprise, j'ai été vraiment dans le contrepoint de cet aspect-là. C'est-à-dire que l'emprise m'a permis de voir autre chose, de comment faire lien. Donc j'aimerais approfondir ce thème-là.
Alors à présent, découvrons la musique que tu as choisie pour incarner symboliquement ton parcours et nous en parlerons juste après. Il s'agit de la musique du film franco-israélien Va, Vie et Devient, réalisé par Rad Mialianou, sorti en 2005. La musique est du compositeur français Armand Amar. Pourquoi ce choix, Wadi ? Déjà, le titre Va, Vie et Devient, il me parle profondément. Il y a quelque chose qui me renvoie peut-être à mes origines. Armand Amar est juste somptueux dans sa façon de nous emmener dans ces danses de la vie. Ce film évoque les thèmes tels que la religion, l'adoption, le déracinement, l'amour, l'identité bien sûr, à travers le destin d'un enfant éthiopien que sa mère fait passer pour juif afin de lui offrir un avenir en Israël. L'action du film se déroule en 1984 et traite de l'opération américano-israélienne Moïse, consistant à sauver les Falachas, c'est-à-dire les juifs d'Éthiopie. Quel parallèle fais-tu avec ton propre parcours ? Il y a beaucoup de similitudes, ce n'est pas exactement la même chose. Cette femme au début du film qui est là et qui veut absolument sauver son enfant et qui l'aime profondément et qui lui permet de s'arracher d'elle pour vivre, c'est bouleversant. Et par ailleurs, en fait, j'y retrouve énormément de traits communs, d'un déracinement, un essai d'enracinement, de cette difficulté-là, du rapport à la culture, du rapport religieux, de l'histoire finalement de tous les hommes. Nous sommes tous en migration. Von Gadel, anthropologue, disait « Toute notre marche est celle-là », c'est-à-dire qu'on lève un pied, pendant un certain temps on est en déséquilibre et on va le poser dans une terre nouvelle. Toute notre vie est dans ce film, quelque part, et met en lumière cet enfant qui est quelque part notre enfant intérieur, qui a été ballotté, qui a été secoué quelquefois, qui essaye de trouver de l'espace pour vivre, pour exister au grand jour. La musique suffirait d'elle-même, en fait, sans comprendre grand-chose au film. Très belle musique. Elle est magnifique. Avant de conclure, je redonne le titre de ton livre, L'emprise au travail, la comprendre sans libérer, sorti en 2019 aux éditions ESF Sciences Humaines. Je recommande vivement la lecture de ce livre parce que c'est instructif, documenté et clair. Je voudrais remercier Sonia Lamar qui écoute ce podcast et m'a suggéré de te contacter et de t'inviter. C'était une excellente idée. Merci à elle. Merci infiniment Wadi d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci pour ton écoute. Parcours de coach. C'est la fin de ce nouvel épisode de Parcours de coach. Merci pour votre attention. Retrouvez tous nos épisodes sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou sur l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous diffusons nos podcasts, ou bien en parler à vos contacts. Pour être informé sur notre programmation à venir, suivez-nous sur Twitter ou Instagram. Vous pouvez nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadecoach@gmail.com. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien analytique.
Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.